Alors, on a beaucoup de chance puisque nous avons à nos côtés des dirigeants d'entreprises et des dirigeants d'entreprises technologiques de premier plan. Donc, encore merci Doris et Emmanuel de partager avec nous un sujet très important sur les compétences numériques. Juste une question de perception. Alors, votre mission, elle est aussi complexe que cruciale et elle est au cœur de nos ambitions collectives. Et quand nous avons préparé cette table ronde avec vous, ce qui est paru extrêmement intéressant, je dirais, c'est l'ouverture, la nécessité absolue, impérieuse de réinventer notre conception même du numérique, des métiers qui en émergent et surtout des compétences qu'il requiert. Donc nous allons partager tout ça ensemble à travers cette table ronde que nous croisons avec Elisabeth au niveau de cette interview. Donc je laisse la première question à Elisabeth. Eh bien, la première question, c'est à Doris que je vais l'adresser. Là aussi, je vous le redis, hein, parce que c'est vrai, je le dis parce que je le pense. Une vraie chef d'entreprise, à la fois avec une vision stratégique très affûtée et un sens de ce qu'elle doit à ses collaborateurs et à ses collaboratrices, et une vraie femme de terrain, puisque j'entends beaucoup tes clients dire que Siemens est entre de bonnes mains. Doris, est-ce que tu peux nous dire, euh, pour rendre les choses concrètes, parce qu'on sait, et Claude Roiron nous en parlera peut-être tout à l'heure, mais en fait, les filles ne connaissent que 10% des métiers qui existent, globalement. 10%. Quand on parle des métiers du numérique, on parle de quoi en fait? Qu'est-ce qu'il y a derrière les métiers du numérique? Alors, déjà, merci pour l'invitation. Vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. En fait, tu as raison. Le numérique, c'est quelque chose qui est très abstrait. Mais en fait, le numérique, il nous entoure. Il est un peu partout dans notre quotidien. Et si je prends l'exemple de Siemens, qui a pour raison d'être d'adresser les grands enjeux de la société grâce à la technologie, en combinant le monde réel avec le monde digital. Et le monde digital, il joue un rôle de plus important. Là, on voit l'importance du numérique. Je vous donne des exemples de votre quotidien. Vous avez pris probablement, la plupart d'entre vous, les transports publics, le métro. Certains peut-être ont pris le métro, la ligne 14, qui est maintenant complètement automatisée. Et c'est grâce aux technologies de Siemens, c'est grâce à de l'automatisation et la digitalisation qui permet de conduire des métros sans conducteur. Ça, ce sont des exemples très concrets qui permettent de changer notre quotidien. Je vous donne d'autres exemples. Aujourd'hui, on se plaint beaucoup de l'état compliqué de notre industrie. Hein. On a besoin de réindustrialiser la France et on veut le faire de façon décarbonée. Alors aujourd'hui, pour construire une usine, il faut déjà concevoir l'usine et on peut le faire de manière complètement digitalisée. En fait, on peut créer des jumeaux numériques d'usines, de produits avant la conception. Et ça a énormément d'avantages parce que ça vous évite de mieux gérer votre trésorerie, ça vous permet d'optimiser les matériaux qui vont dans cette usine. Donc, il y a énormément d'avantages liés au numérique. Donc, c'est le numérique qui, d'une certaine manière, rend le monde réel plus efficace, plus décarboné et autres. Merci beaucoup Doris. Et je voudrais juste aller un peu plus loin. Qu'est-ce que fait Siemens pour attirer les femmes parce que finalement, dans tout ce que tu viens d'évoquer là, on peut être, enfin n'importe qui peut faire ce que tu viens d'évoquer là. Est-ce que Siemens a un programme pour attirer davantage de femmes dans ces métiers? Alors nous sommes convaincus qu'il faut vraiment commencer très tôt pour intéresser les jeunes filles aux métiers numériques, aux métiers de technologie en général. C'est pour ça que nous nous engageons aussi dans des associations comme les entreprises s'engagent, Femmes et numérique et d'autres. Mais pour l'entreprise même, ce qu'on fait, on a défini comme objectif de prendre dans nos programmes d'alternance, on a chaque année autour de 400 alternants qui nous rejoignent, on a défini la parité. On veut avoir au moins 50% de filles pour nos programmes d'alternance et ce n'est pas facile. Parce que le problème, c'est que dans les écoles, parfois, surtout dans les métiers techniques, il y a 2 filles sur 30. Donc, on est en compétition avec toutes les autres belles entreprises qui sont ici autour de la place. Donc, on leur propose vraiment des programmes adaptés avec du mentorat au sein de l'entreprise
Et on essaie de leur apprendre que dans une entreprise comme Siemens, vous pouvez être à l'aise et ne pas avoir peur d'être mis à côté ou, comme tu l'as dit, marginalisé parce qu'on se sent un peu seul. Alors oui, dans la continuité parfaite là, de ce que vous venez de dire, Doris, on voit que les entreprises se mobilisent. Il y a beaucoup de choses qui se font sur le terrain, mais pourtant on n'avance pas. Alors Emmanuel, pourquoi? Vous m'entendez? Voilà, c'est mieux. Quand on est une entreprise ou une grande administration, et là je vais parler à la fois au nom du Crédit Agricole et de nos entreprises et grandes administrations adhérentes du SIGREF, c'est vrai qu'on constate que la problématique de la filière scientifique reste quelque chose d'extrêmement difficile, en particulier en France, c'est-à-dire il y a un creuset que tu as parfaitement expliqué avec des forces, parfois malgré nous, et on pourra en reparler de comment au niveau de la troisième, au niveau des alternants, on peut agir, nous les entreprises. J'ai un petit aspect d'optimisme sur le fait que la fonction numérique et tout ce qui se passe aujourd'hui avec la data et avec l'IA en particulier peut être un espoir pour nous. Comme vous l'avez dit, toute la partie numérique maintenant est au cœur des métiers. Donc on va pouvoir, je le suppose et je l'espère, dévier un petit peu de ce sacro-saint, il faut qu'on apprenne aux filles à coder, les filles peuvent coder les trucs, devenez des ingénieurs. Vous l'avez dit, la filière de recherche, la filière de tout ce qui est scientifique reste un combat de longue haleine avec beaucoup d'inégalités, mais dans les fonctions aujourd'hui du numérique, dans la fonction du numérique, c'est mettre en place ce numérique dans toutes les situations métiers. Et dans ces situations métiers, il y a deux choses. Il y a le numérique, qu'on pourrait appeler le robot aussi dans l'industrie, hein, on est dans cet espace-là. Et puis il y a les humains, que vous avez très bien décrits dans leur responsabilité, dans la grande importance qu'ils ont d'un point de vue stratégique, mais aussi d'un point de vue de qualité, de vie au travail, dans la société, de progrès au sens sociétal. Et penser comment la partie humaine, c'est-à-dire les humains, vont pouvoir accueillir, intégrer, travailler leurs propres peurs et leur propre évolution en tant que collaborateurs, en tant que citoyens, en tant que consommateurs par rapport à l'arrivée de l'IA ou des robots, cette matière-là, ce n'est pas de l'ingénierie technologique, c'est de l'ingénierie sociale. Et donc on voit qu'on a aujourd'hui des pans entiers de besoins dans la fonction numérique qui ne vient pas avec des compétences techniques au sens technologique, mais des compétences techniques au sens de l'ingénierie sociale, au sens de l'accompagnement du changement, au sens du marketing, de la communication, comment on parle, comment on va parler à nos dirigeants, comment on va parler à nos clients, comment on va parler aux politiques. Et donc sur cette partie-là, on a la chance aujourd'hui, c'est plutôt du pragmatisme, d'avoir des filières qui sont plus féminisées. Donc, qu'on ne se trompe pas dans mon propos, je suis vraiment désolé de se dire « on ne peut pas claquer des doigts et résoudre la problématique de la filière scientifique ». En revanche, je pense que dans les entreprises, on peut inonder nos fonctions numériques avec des volumes importants de talents féminins qui viennent de l'ensemble des filières qui, elles, sont beaucoup plus féminisées. Et je fais le vœu qu'au sein des administrations et au sein de l'entreprise, on va dire, cette vague déferlante de nouvelles compétences pour les besoins de l'inscription des robots et de l'IA dans les situations professionnelles et métiers, alors on va diviser, non, on va submerger cette partie un petit peu masculiniste qui vient de la partie technologie, mais ingénierie ou les métiers scientifiques. On ne laisse pas le combat des scientifiques, mais je pense que là, on a une belle opportunité de rétablir pour notre propre bénéfice d'entreprise, mais aussi de citoyens, de consommateurs, un équilibre dans les volumes entre les talents féminins, les talents masculins. Par la fonction numérique, j'y crois beaucoup. Ça élargit énormément le scope, en fait. Hein, parce Ah que, oui, bien sûr. Et quand on regarde, il parle de quelques pourcents en disant, voilà, on a besoin de 10%. Non, notre conviction, c'est qu'il faudra au moins autant de talents qui ne soient pas des talents techniques au sens scientifique, mais plutôt sociétaux, métiers, pour mettre en place la fonction numérique dans les années à venir. Au moins autant. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce qu'on élargit la chaîne de valeur. On l'avait partagé aussi
avec Doris et vous, Emmanuel, sur la chaîne de valeur, et on voit qu'on réduit parfois cette vision au code, hein, malheureusement, et il est très important d'avoir cette ouverture. Alors, moi, ce que je reprends, et on avait partagé aussi les métiers du SIGREF, le référentiel, les 52 métiers, quand on voit ça et qu'on en parle, d'un seul coup, on voit des grands yeux qui s'écarquillent par rapport à ça, sur le fait qu'il n'y a pas que des métiers dits techniques. Bien sûr, ils sont importants, on y reviendra tout à l'heure sur les compétences. Et voilà, donc un message très très fort. Merci Emmanuel de le rappeler et de le porter. Merci Emmanuel, parce que quand on a préparé cette table ronde, je me suis dit qu'on avait beaucoup de chance d'avoir... Bon, alors, l'ancien président du SIGREF était bien, mais c'est bien aussi qu'on ait des hommes déjà, il y a une continuité dans le travail, et on n'y arrivera pas sans vous, on en parlera tout à l'heure, mais avoir un président du SIGREF qui porte ça dans son agenda, ça compte aussi beaucoup. Moi, je voudrais revenir vers toi, Doris. Je me pose la question, parce que je connais ton parcours. Tu n'étais pas préparée à diriger une grande entreprise comme Siemens. La France est un pays important pour le groupe. Tu le diriges depuis longtemps. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est comment tu es arrivée dans ce monde du numérique, et qu'est-ce que c'est qu'être une femme à la tête d'une entreprise comme Siemens dans l'un des plus grands pays européens? Alors, dans ta question, il y a deux aspects. Déjà, pourquoi une société de technologie et pourquoi moi en tant que femme, hein. Alors, par rapport à la technologie, moi, je trouve travailler dans une entreprise de technologie, c'est très gratifiant parce que, comme je l'ai dit au début, c'est vraiment grâce à la technologie qu'on peut adresser les grands enjeux de la société. On l'oublie souvent, mais notre progrès, notre prospérité, c'est beaucoup grâce à la technologie. Et ce qui me motive par rapport à cet aspect. Maintenant, pourquoi est-ce que moi j'occupe ce poste? Comme tu l'as dit, ma trajectoire n'était pas du tout tracée dans ce sens, hein. Je ne sais pas qui d'entre vous connaît l'Allemagne, je viens d'une petite ville en Bavière, à 100 km de la frontière tchèque. À l'époque, il y a 50 ans, c'était le rideau de fer, hein. C'était la fin du monde, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et je viens d'une famille modeste. Mon père était mécanicien, il est décédé quand j'avais 10 ans. Ma mère était employée municipale, mais elle avait toujours un état d'esprit de vouloir que je puisse réaliser mes rêves. Donc, en y réfléchissant, en prenant un peu de recul, je pense que c'était toujours un mélange entre préparation et opportunité. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Je suis convaincue, pour réussir, il faut quand même bosser, il faut travailler, il faut bien travailler à l'école, il faut montrer des résultats, et je pense que c'est encore plus vrai pour une femme que pour un homme. Après, ça ne suffit pas. Il faut savoir saisir des opportunités qui se présentent. Et ça peut être des petites choses, hein. J'avais la chance que le directeur de l'école était notre voisin. Il savait que voilà, j'ai des facilités à l'école. Il a convaincu mes parents de m'envoyer au lycée, ce qui se fait en Allemagne à l'âge de 10 ans. Ils ont accepté. Il y en avait 3 sur 30 qui ont été envoyés au lycée. J'étais la seule fille. Donc, ce sont les petites opportunités. Je pouvais profiter des programmes d'Erasmus, hein. Je ne sais pas qui en a profité à l'époque. Hein. C'était subventionné. Je pouvais découvrir la France. Ça m'a ouvert un nouvel univers. Et ça m'a conduit à faire des études. Ouais, tu vois, il faut saisir des opportunités parce que juste être bien ne suffit pas. Peut-être juste pour continuer, après, et tu l'as évoqué toi-même, c'est quand même la capacité de se construire un réseau et de networker et de se faire aider. Comme toi, j'ai eu, quand j'étais jeune, beaucoup d'hommes comme mentors et j'avais la chance que c'était des hommes qui, eux, avaient des filles. Et je pense qu'ils ont vu un peu leur fille en moi, ils voulaient m'aider. Ils m'ont proposé des opportunités et qui m'ont conduit à sortir de ma zone de confort. Et j'ai encore une fois saisi cette opportunité. Et finalement, je crois qu'il y a un autre motto, un thème qui m'a toujours accompagnée, c'est de se dire, c'est un anglicisme, love it, change it or leave it. Si vous aimez ce que vous faites, génial. Si vous ne l'aimez pas, essayez de le changer. Mais changez ce qui est dans votre champ d'influence. Voilà, il y a des choses qu'on n'influence pas. Essayez de changer ce que vous pouvez influencer. Et si ça ne marche pas, partez. On a la chance de vivre dans un pays libre. Si vous n'aimez pas votre job ou votre boss, partez. Il y aura d'autres opportunités autour de vous.
Et voilà, et je pense que ce sont ces 3 critères qui m'ont emmené à l'endroit où je suis aujourd'hui. Peut-être au début avec une petite naïveté, mais qui m'a permis d'aller toujours un step plus loin. Doris est la preuve vivante qu'une entreprise qui a 80% d'ingénieurs peut nommer à sa tête, dans l'un de ses pays les plus importants, une femme qui n'est pas ingénieure. À toi, Corinne. Et oui, très très belle histoire, je trouve. Bravo. Emmanuel, revenons sur les compétences, peut-être les compétences plus techniques. Les DSI ne sont pas seuls, travaillent aussi avec les DRH. Il y a de très belles choses qui se font au Crédit Agricole pour avoir eu la chance d'intervenir dans votre programme Lead-Up de la ligne métier système d'information. Donc voilà, pouvez-vous nous développer un petit peu ça sur les compétences, comment fait-on pour les développer? Alors, tu mentionnes le programme Lead-Up, qui est un truc dont on est très fier, c'est-à-dire de travailler, on a parlé de travail au niveau des 3e, c'est-à-dire lorsque la jeune fille ou le jeune homme est plutôt plus jeune, et Lead-Up, c'est plutôt, on va dire, 5 ans avant que la personne puisse être en visibilité pour accéder à des postes de numéro 2, numéro 1 dans des directions informatiques ou numériques où il y a. Et on s'est dit, c'est à ce moment-là aussi qu'il faut qu'on travaille sur le capital confiance et la compétence d'avoir confiance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a un grand mot, on dit, voilà, on a travaillé sur le leadership, et puis à la fin, on fait beaucoup d'inspiration sur le leadership, puis après, la personne revient chez lui, puis ça revient sur les compétences. Sur les compétences, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu as démontré? Et donc, on s'est dit, dans cette partie lead-up, et d'ailleurs, dont le dernier programme est un Erasmus de la ligne métier informatique au sein du Crédit Agricole, qui est un grand groupe à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde, mais tellement ancré également dans sa culture, qui est absolument valorisable, et je me reconnais beaucoup dans le discours de la Poste sur les territoires. Néanmoins, on a vu que prendre conscience, c'est aussi voyager, c'est aussi s'exposer, c'est aller dans sa zone où on est moins en confort, et que cette expérience est de la compétence. Et donc, on s'est dit qu'on allait agir aussi en discrimination positive pour faire en sorte que les talents et les profils féminins qu'on amène, on se dit, voilà, on veut que cette compétence confiance s'installe. Et c'est ça qui nous motive. Je pense que le discours qu'il ne faut pas abandonner, mais le discours, quel que soit le profil féminin, masculin, vous pouvez coder, vous pouvez faire de l'ingénierie, il faut le travailler très jeune, c'est-à-dire la séduction de ce métier, du plaisir à les faire. Et à partir d'un moment, il y a le pourquoi je suis là, et que ça aussi, c'est de la compétence. Et cette compétence-là du capital confiance, de je veux être un acteur de changement, qui change aussi les choses, ça se crée. C'est pas coder, c'est pas faire de la robotique, c'est pas faire de la banque, c'est pas faire d'autres processus métiers, mais que c'est une expérience qui doit se transformer. Donc on travaille au plus près sur cette génération-là. Alors, on est tous un peu démasqués, c'est vrai. Moi, j'ai une femme ingénieure, j'ai une fille ingénieure qui est partie travailler dans une start-up aux États-Unis, où la personnalité des fondateurs est extrêmement présente de ce qu'elle me dit dans le mode de fonctionnement de l'entreprise. Alors, est-ce que c'est de la testostérone? Certainement, mais dans tous les cas, oui, c'est un prisme masculiniste qui emprègne la hiérarchie non dite d'une entreprise. Et plus l'entreprise est petite, plus cette hiérarchie non dite est très présente. Et vous parliez des opportunités, et je pense que c'est très vrai. Il y a une espèce d'effacement des opportunités qui arrivent avec un discours qui est toujours très rationnel. Donc ça, ça montre bien que sur la partie compétences, il faut travailler à tous les niveaux. Il faut travailler sur cette partie troisième, l'alternance, etc. Et après, sur le capital confiance, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, et c'est là où on essaye d'agir avec ce programme-là. Merci beaucoup, merci Emmanuel, merci Doris. Je vois la Croix-Rouge en face de nous, donc écoutez, je crois que voilà, merci en tout cas pour vos merci retours à vous. Merci infiniment, c'était passionnant, on pourrait y passer des heures.